Voilà, bonjour à tous. Nous continuons notre parcours sur la doctrine sociale de l'Église. Vous vous souvenez que nous avions vu les grands principes, puis ensuite nous avons commencé à voir quelques domaines de la vie sociale. Nous avons vu notamment le travail, et puis nous avons eu un beau témoignage d'un syndicaliste. Et aujourd'hui, je vous propose de voir ce que dit la doctrine sociale de l'Église sur la famille. Alors nous n'allons pas tout voir ce que dit la doctrine sociale sur la famille, parce que c'est très copieux, j'allais dire, mais on va voir les fondements. Je partirai d'un petit article que j'ai lu dans le magazine de la Loire-Atlantique, département de Loire-Atlantique. J'avais lu un article qui s'intitulait « La famille réinventée ». Et voici l'introduction de cet article. Famille recomposée, monoparentale, union libre ou pax, homoparentalité, famille d'adoption ou famille d'accueil, autrefois unique, la famille se décline aujourd'hui au pluriel. Nous avons là un bel exemple d'une vision libérale et individualiste de la société et de la famille. Comme je l'ai déjà dit, mais je ne cesse de le répéter, une société libérale est fondée sur une multitude d'individus dont le principe d'existence est la liberté au sens d'indépendance. Et dans une logique libérale, c'est l'individu indépendant qui est premier. C'est plus la famille comme cellule initiale de la société. La famille devient une réalité seconde et artificielle, c'est-à-dire produite par l'homme. C'est juste un contrat passé librement entre deux individus. Je parle du couple, qui est au fondement de la famille. D'ailleurs, entre deux individus, on pourrait très bien penser entre trois individus. Après tout, ce serait tout à fait dans la logique libérale qu'un jour on admette la polygamie. Puisque de toute manière, c'est une décision libre, personne ne peut m'empêcher de prendre cette décision libre à trois. Voilà. Si ce n'est pas encore arrivé dans la législation, chers amis, c'est parce qu'il y a encore, d'une certaine manière, l'acquis culturel du christianisme, puisque c'est quand même la foi chrétienne qui a fondé le mariage monogamique dans notre civilisation occidentale. Donc vous voyez, dans une optique libérale, je peux choisir soit de vivre en couple hétérosexuel, soit en couple homosexuel. Je peux aussi choisir la manière dont je vais concevoir les enfants, soit par un acte sexuel naturel, soit en recourant à des techniques d'assistance à la procréation. Vous voyez, le mariage dit naturel, traditionnel, dans cette optique, ça ne va plus être qu'un des choix possibles de ce type de mariage, mais il y a bien d'autres, selon cette vision libérale, il y a bien d'autres choix possibles. Inutile de vous dire que ce n'est pas la vision chrétienne du mariage et de la famille. La vision chrétienne de la société n'est pas fondée sur des individus, mais sur la communion des personnes. Alors il y a une multiplicité de communion des personnes. Vous avez par exemple la communion fraternelle entre frères de sang, ou entre frères ou sœurs d'une communauté religieuse. Puis vous avez la communion des cœurs dans l'amitié. De ce point de vue, les personnes de même sexe peuvent vivre une très belle amitié. Mais ce qui caractérise la communion des personnes dans le mariage par rapport aux multiples formes de communion, c'est que cette communion de cœur se passe entre un homme et une femme, 2, qu'elle est inconditionnelle, et 3, qu'elle s'exprime dans la communion des corps, c'est-à-dire dans la dimension sexuelle de leur amour et une communion des corps qui est ouverte sur le don de la vie. Ce qui n'est pas une caractéristique des autres formes de communion, y compris des formes de communion de l'amitié de personnes de même sexe. Donc vous voyez, au fondement de la famille selon la conception chrétienne, il y a un homme et une femme qui vivent cette communion des cœurs dans le don total et définitif d'eux-mêmes, don total qui va s'exprimer dans le don des corps et don des corps ouverts sur la vie. Voilà ce qui est la cellule initiale de la famille. Alors je vous lis plusieurs articles du Compendium qui vont dans ce sens. Numéro 209. Le couple constitue l'expression première de la communion des personnes. Vous voyez, on se situe toujours dans la communion des personnes. Numéro 211. Éclairée par la lumière du message biblique, l'Église considère la famille comme la première société naturelle, titulaire de droits propres et originels, et la met au centre de la vie sociale. Reléguer la famille à un rôle subalterne et secondaire en l'écartant de la place qui lui revient dans la société signifie causer un grave dommage à la croissance authentique du corps social tout entier. En effet, la famille
qui naît de l'intime communion de vie et d'amour conjugal fondée sur le mariage entre un homme et une femme, la famille possède une dimension sociale spécifique et originelle en tant que lieu premier de relations interpersonnelles, première cellule vitale de la société. Elle est une institution divine qui constitue le fondement de la vie des personnes comme prototype de tout ordre social. Donc c'est clair et net. Le fondement de la vie sociale, c'est la famille. Ce ne sont pas les individus, c'est la communion de personnes entre un homme et une femme qui s'ouvre sur la communion des personnes dans une famille. Compendium numéro 213, la famille, communauté de personnes, est donc la première société humaine. Numéro 214, la priorité de la famille par rapport à la société et à l'État doit être affirmée. En effet, la famille, ne serait-ce que dans sa fonction procréatrice, est la condition même de leur existence. La famille trouve sa légitimation dans la nature humaine et non pas dans sa reconnaissance par l'État. Elle n'existe donc pas pour la société et l'État, mais ce sont la société et l'État qui existent pour la famille. Je répète cette phrase parce qu'elle est fondamentale. La famille n'existe donc pas pour la société et l'État, mais ce sont la société et l'État qui existent pour la famille. Tout modèle de société qui entend servir le bien de l'homme ne peut pas faire abstraction du caractère central et de la responsabilité sociale de la famille. La société et l'État, dans leur relation avec la famille, ont en revanche l'obligation de s'en tenir au principe de subsidiarité. On en avait déjà parlé. En vertu de ce principe, les autorités publiques ne doivent pas soustraire à la famille les tâches qu'elle peut bien remplir toute seule ou librement associée à d'autres familles. Par ailleurs, ces mêmes autorités ont le devoir de soutenir la famille en lui assurant toutes les aides dont elle a besoin pour assumer l'ensemble de ses responsabilités de façon adéquate. Peut-être qu'il y a aujourd'hui une sorte de dérive de l'État qui ne voit plus le caractère fondamental de la famille. On raisonne toujours dans une optique libérale en termes d'individus à aider si leurs revenus ne sont pas suffisants, ou bien à ponctionner, j'allais dire, par la fiscalité si leurs revenus sont suffisants. Mais on ne voit plus la famille en tant que telle dans son rôle social fondamental. Par exemple, quand l'État décide de baisser le quotient familial pour les familles, pas les familles justement, mais pour les individus les plus riches, parce qu'ils estiment qu'il y a là une niche fiscale injustifiée. En faisant cela, l'État oublie que la famille n'est pas d'abord un rassemblement de contribuables à ponctionner, mais que c'est une communauté de personnes qui apporte sa contribution au bien commun de la société et à sa prospérité, et que donc en ce sens-là, elle doit être aidée en tant que famille. Je lis le Compendium 248. Le rapport qui existe entre la famille et la vie économique est particulièrement significatif. D'une part, en effet, l'économie est née du travail domestique, la maison a longtemps été et continue d'être, dans de nombreux endroits, une unité de production et un centre de vie. D'autre part, le dynamisme de la vie économique se développe grâce à l'initiative des personnes et se réalise en cercles concentriques dans des réseaux toujours plus vastes de production et d'échange de biens et de services qui touchent toujours davantage les familles. La famille doit donc être considérée à bon droit comme un acteur essentiel de la vie économique, orienté non pas par la logique du marché, mais par celle du partage et de la solidarité entre les générations. Les économistes savent bien que la principale source de richesse, c'est l'homme lui-même. D'ailleurs, les économistes parlent, alors c'est une expression qui n'est pas terrible, mais ils parlent de capital humain. C'est une expression, encore une fois, qui dit bien quand même ce que ça veut dire. Le capital humain va se former dans la famille par l'éducation, par le respect des autres, par l'application d'une certaine éthique, etc. Et c'est là, dans la famille, que se forme le capital humain, et de ce fait, les familles apportent une contribution essentielle à la société. Je vous lis juste un petit passage d'un livre d'un économiste qui s'appelle Jean-Didier de Caillon, La famille, source de prospérité. Il dit ceci. Finalement, l'enjeu est bien de préciser le contenu de la fonction parentale. Oui ou non, estime-t-on que la société bénéficie d'un renouvellement des générations? Oui ou non, vaut-il mieux toujours pour la société que les enfants qui naissent soient entourés et élevés dans un cadre facilitant leur équilibre et leur épanouissement? La seule véritable question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si l'existence d'une famille unie et stable est souhaitable pour le développement de la société. Si la réponse est positive, il faut en tirer les conséquences, c'est-à-dire assurer une contrepartie à ceux qui ont plus particulièrement une vocation de parents, en échange de la contribution qu'ils apportent à la collectivité.
Quant aux dépenses occasionnées par la mise en place de ce genre de mesures, elles doivent être analysées comme un investissement, facteur d'enrichissement pour la société, et non comme une consommation, c'est-à-dire à fond perdu. Voilà. Si la famille apporte un bien, si la famille apporte sa contribution au bien commun en tant que famille, ben, il faut l'aider. C'est aussi simple que cela. Alors voilà, nous venons de voir ce qui est le fondement, j'allais dire, de la famille comme cellule vitale de la société et première société naturelle, et comment l'État doit prendre en compte cette réalité fondamentale. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un aspect particulier de la question familiale. À bientôt.